Bonjour à tous, nous continuons le système respiratoire en travaillant un petit peu plus en détail les échanges gazeux qui ont lieu lors de la respiration et en comprenant un petit peu plus comment se font ces échanges. Alors on revoit ici l'image d'un sac alvéolaire rempli de petites alvéoles et de ces tubes, de ces vaisseaux sanguins qui arrivent et qui repartent pour faire les échanges de gaz, notamment le dioxyde de carbone et le dioxygène. On repart sur la même image qu'au début du cours précédent, à savoir qu'on s'intéresse essentiellement à l'atmosphère, à l'air qui nous entoure, puisque lorsque nous inspirons, c'est cet air-là que nous faisons rentrer dans nos poumons. Et on se rappelle que notre objectif est de faire rentrer le dioxygène et aussi, à ne pas oublier, d'évacuer le dioxyde de carbone que nous avons accumulé lors de la respiration cellulaire. Les globules rouges qui arrivent dans nos poumons se débarrassent de leur dioxyde de carbone. Alors pour comprendre la respiration, on va devoir travailler un petit peu sur le concept de pression. Donc la pression est un concept physique qui correspond en fait à une force exercée sur une surface. Donc lorsqu'on parle par exemple de la pression atmosphérique, on parle de la force avec laquelle les molécules d'air qui sont au-dessus de nous appuient sur chaque surface au-dessus desquelles elles sont placées, pardon. Alors, par exemple, nous, on ressent, sans s'en rendre compte, la pression atmosphérique. On a plusieurs kilomètres d'air qui sont accumulés au-dessus de nous et qui appuient sur chacune des unités de surface de notre corps. Alors, pourquoi on voit cette image en ce moment? Et bien pour comprendre que plus on va monter en altitude, moins il y aura d'air au-dessus de nous, et donc plus la pression atmosphérique va diminuer. Puisque je répète que la pression atmosphérique, c'est la force avec laquelle les molécules d'air accumulées au-dessus appuient sur une unité de surface. Donc on recomprend encore une fois que plus on va monter, moins il y a d'air au-dessus de nous pour nous appuyer dessus finalement. Donc plus on est haut en altitude, regardez, on est rendu à un avion de ligne aux alentours de 10 km d'altitude, et bien la pression de l'air est très faible par rapport à la pression ressentie tout en bas au niveau de la mer. Donc on a une pression qui est 5 fois moins élevée puisqu'il y a beaucoup moins de molécules d'air accumulées au-dessus. Alors on connaît une autre pression, c'est la pression hydrostatique. Alors autant peut-être on ressent pas rapidement ou pas beaucoup des variations de pression d'air, quoique certaines personnes en avion vont le ressentir notamment dans leurs oreilles, mais si on descend dans l'eau, on va très vite ressentir cette histoire de pression. Donc si on descend à quelques mètres en dessous de l'eau, nos oreilles vont nous faire rapidement comprendre qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe, et bien en fait le même phénomène, donc une accumulation de molécules, mais cette fois-ci beaucoup plus dense, donc ça se fait beaucoup plus rapidement au-dessus de nous, qui appuie, qui exerce une pression. Alors dans l'oreille c'est sur le tympan que ça se passe, mais en fait c'est sur l'ensemble du corps que la pression augmente. Nous n'avons pas de capteur de pression partout dans notre corps, donc on s'en rend pas vraiment compte, mais notre tympan lui nous le fait savoir. Alors on appelle la pression ressentie dans l'eau la pression hydrostatique. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que c'est une histoire de pression qui va être à l'origine de notre capacité à respirer. Alors j'ai représenté ici une petite boîte, donc en blanc avec les bords orange, dans laquelle il y a des molécules. Alors imaginons des molécules d'air qui sont en train de bouger. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que étant donné que ces molécules d'air percutent les parois de la boîte en tout temps, eh bien elles exercent une force sur la surface de la boîte. Donc elles exercent une pression, littéralement, physiquement, une force exercée sur une pression, sur une paroi, sur une surface, pardon. C'est une pression. Donc les flèches bleues ici représentent la pression donc qu'exercent ces molécules d'air sur la boîte dans toutes les directions. Maintenant, on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passerait si on diminuait le volume de cette boîte. Donc imaginez, c'est notre représentation de la boîte ici, on voit les molécules à l'intérieur, les molécules d'air par exemple, et on va mettre un petit bouchon par-dessus, on va baisser ce bouchon, et donc on va diminuer le volume. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en diminuant le volume de la boîte, comme on a toujours la même quantité de molécules d'air qui se promènent, et étant donné qu'elles vont se retrouver à percuter
plus souvent une petite section de paroi, la pression à l'intérieur de la boîte va augmenter. Donc, dit d'une autre manière, imaginez par exemple sur cette section de boîte ici, là, que je montre avec mon curseur. Donc, par exemple, en bas, au niveau de la flèche, il y aurait à chaque instant une seule molécule d'air qui percuterait. Et bien, si on diminue le volume de la boîte, on aurait 2 ou 3 molécules d'air qui percuteraient cette section à chaque instant, puisque le volume est moins grand. Alors évidemment, c'est une image, hein. Dans la réalité, c'est beaucoup plus que 1 ou 2 molécules d'air. Mais c'est pour comprendre qu'en diminuant le volume de la boîte qu'on a ici, on a augmenté la pression à l'intérieur, puisque les molécules d'air se retrouvent à être beaucoup plus proches les unes des autres finalement et à percuter en plus grand nombre chaque unité de surface de la boîte. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qui vient d'être expliqué? En diminuant le volume, on a fait augmenter la pression dans notre système. Alors, on arrive à la respiration. Voici une boîte dans laquelle il y a des molécules d'air. Il y a une certaine pression à l'intérieur de la boîte et autour de la boîte, il y a également des molécules d'air qui exercent une pression. Pour l'instant, le P qu'on voit ici est de même dimension. C'est pour indiquer que la pression est la même à l'extérieur de la boîte et à l'intérieur de la boîte. Imaginons que nous étirions la boîte par un système quelconque mécanique. On agrandit le volume de la boîte et bien on se retrouve avec très peu de molécules d'air à l'intérieur de la boîte pour un volume beaucoup plus grand. Donc ce qui veut dire que chaque unité de surface de la boîte va se retrouver avec beaucoup moins de molécules d'air qui la percutent à chaque instant. C'est donc une façon de dire que la pression va diminuer à l'intérieur de la boîte. Il y a moins de molécules d'air pour percuter chaque unité de surface. Donc, c'est pour ça que le P est devenu ici, la lettre P pour pression, a diminué. La pression a diminué lorsqu'on a augmenté le volume, ce qu'on avait dit dans l'image précédente. Alors imaginons maintenant qu'il y a un lien entre l'extérieur et l'intérieur de la boîte, une ouverture. Mais puisque la pression est plus grande à l'extérieur de la boîte qu'à l'intérieur, les molécules d'air ici vont avoir tendance à rentrer dans la boîte pour aller rendre la pression plus grande pour homogénéiser, si on veut, la pression à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? En augmentant le volume de la boîte, la pression à l'intérieur a diminué, et étant donné qu'il y a eu contact, il y a une ouverture entre l'extérieur et l'intérieur, l'air est rentré dans la boîte. Alors, j'imagine que vous commencez à faire un lien avec la respiration. On continue et on voit que la boîte maintenant est grande, on a une pression identique des deux côtés, et on diminue le volume de la boîte. Alors en diminuant le volume, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup plus de molécules d'air qui percutent chaque section, chaque unité de surface de la boîte. Donc la pression augmente à l'intérieur de la boîte. Par rapport à l'extérieur, la pression est plus grande à l'intérieur maintenant. S'il y a une ouverture de la boîte ici du volume, eh bien les molécules vont avoir tendance à sortir de la boîte pour faire baisser la pression et pour rejoindre l'endroit où la pression est moins grande. Donc les molécules d'air vont toujours de la zone de forte pression vers la zone de basse pression. Basse pression. Eh bien, on fait également ici un lien avec la respiration. Parce que, si on comprend bien tout ce qu'on vient de voir, lorsque l'on inspire, finalement, le diaphragme tire les poumons. On l'a vu dans le cours précédent, le diaphragme est accroché aux poumons, ce qui augmente le volume des poumons. Et donc, à l'intérieur de ces poumons, le volume augmentant, la pression va diminuer, comme on vient de le voir précédemment. Si la pression diminue à l'intérieur des poumons, l'air qui est à l'extérieur va rentrer dans les voies respiratoires, puisque la pression à l'extérieur dans l'air qui nous entoure y est plus grande qu'à l'intérieur, les molécules d'air sont attirées vers l'intérieur, et donc en tirant les poumons, le diaphragme fait rentrer l'air tout simplement. Ce qui est l'intérêt de l'inspiration, donc faire rentrer du dioxygène, faire rentrer de l'air plein de dioxygène. À noter que on n'a pas juste le diaphragme qui se contracte lors de l'inspiration. Oui, c'est le principal muscle, il est immense et c'est lui qui tire les poumons. Mais on a également les muscles des côtes, les muscles intercostaux, qui se contractent et qui tirent les côtes vers l'extérieur pour élargir le volume, pour permettre aux poumons de prendre du volume. En résumé, que ce soit par les muscles des côtes ici ou le muscle du diaphragme ici, le muscle du diaphragme, eh bien on a un volume qui augmente à l'intérieur des poumons et l'air qui est donc à l'extérieur rentre, ce qui permet de faire les échanges gazeux et récupérer le dioxygène. Lors de l'expiration, eh bien,
tout ce qu'on vient de voir se déroule mais à l'envers, le diaphragme se relâche, les muscles des côtes se relâchent également, ce qui diminue le volume des poumons. Donc voilà, ici le volume diminue. En faisant diminuer le volume, eh bien la pression augmente dans les poumons, ce qui fait que l'air qui est à l'intérieur ici va avoir tendance à sortir vers l'extérieur. Alors c'est de l'air riche en dioxyde de carbone. Alors on va quand même faire une précision là-dessus. Oui, il y a du dioxyde de carbone qui sort, mais c'est essentiellement du diazote qui sort lors de l'expiration, puisque c'est essentiellement du diazote qui était rentré dans nos poumons, mais qui n'a pas été dans notre sang. Donc lorsque l'on inspire, on a beaucoup de diazote qui se retrouve dans nos poumons et qui ne fait que rester sur place et qui ressort au moment de l'expiration. Et à noter qu'on ne fait même pas rentrer tout le dioxygène qui est dans l'air lors de l'inspiration, donc il y a une partie du dioxygène qui ressort également lors de l'expiration. Alors voilà donc de l'air qui est riche en dioxyde de carbone, donc qui est évacué à l'extérieur, et on vient de voir le cycle complet de la respiration. Alors quel volume d'air on échange lors d'une inspiration? Alors inspiration, expiration normale au repos, on voit qu'on échange, donc on a un dessin ici puis un diagramme à côté, on échange environ un demi-litre d'air à chaque inspiration, expiration normale, donc c'est relativement peu. On peut voir ici le dessin et on voit le graphique ici. Si on fait une grande inspiration, donc on essaie de remplir au maximum ses poumons, on va être capable de faire rentrer, alors c'est des moyennes évidemment, mais 2 litres et demi d'air supplémentaire dans nos poumons. Lorsqu'on va faire une expiration forcée, par rapport aux demi-litres qui rentrent et qui sortent régulièrement, on va être capable de sortir 1,5 litre d'air supplémentaire. À noter qu'on ne pourra jamais vider complètement le volume des poumons. Il y aura toujours 1,5 litre, 1,5 litre qui va rester dans les poumons, même si on pousse au maximum lors de l'expiration. On fait une petite parenthèse sur l'asthme, qui est en fait une maladie très commune. Beaucoup de Canadiens, beaucoup de personnes dans le monde en souffrent. Alors c'est une inflammation des bronches pour des raisons particulières. Donc le corps réagit comme s'il y avait une infection et va créer ce qu'on avait vu lors de la bronchite, donc une accumulation de liquide et un gonflement des parois des bronches qui gêne la respiration. Alors on finit quand même ce cours pour se rappeler, en se rappelant que le sang représenté ici donc avec des globules rouges arrive dans les alvéoles pulmonaires, se débarrasse du dioxyde de carbone. C'est très important de retenir ça. La respiration n'est pas qu'une entrée de dioxygène, c'est aussi un rejet de dioxyde de carbone. Donc les globules rouges arrivent ici, on les représente en bleu, je rappelle donc la petite flèche bleue pour dire qu'ils sont pleins de dioxyde de carbone. Ce sont des petites artères qui arrivent ici, on y reviendra plus tard. On se débarrasse du dioxyde de carbone et au moment de l'inspiration, les globules rouges récupèrent le dioxygène et repartent par des petites veines vers le cœur, nous y reviendrons. Un pneumothorax est une maladie, un problème de santé relativement grave puisqu'il s'agit d'un décollement du poumon, des parois sur lesquelles il est collé. Donc évidemment que maintenant il n'est plus capable de se remplir d'air, puisque pour se remplir d'air il faut qu'il soit tiré par le diaphragme. Donc un pneumothorax est très 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 grave, et si les deux poumons sont en pneumothorax, et bien à ce moment-là il y a possibilité de décès rapidement. On fait le lien entre ce qui se passe dans notre corps, donc par exemple un muscle ici, où le dioxygène est apporté par le sang, qu'on le voit ici représenté en rouge plein de dioxygène. Les cellules du muscle consomment le dioxygène, on l'avait vu déjà, on y revient un petit peu tout de suite. Donc le dioxygène réagit avec le glucose, ça libère de l'énergie. Il y a de l'eau et du dioxyde de carbone qui sont créés comme déchets. Le dioxyde de carbone repart dans le tube représenté en bleu ici, et lors de l'expiration, on s'en débarrasse dans les poumons, dans les alvéoles pulmonaires, on récupère le dioxygène, et voilà le cycle qui se termine. Finalement, combien de fois on respire par minute? Eh bien, ça dépend des gens, mais entre 12 à 20 fois par minute. Faites le test si vous voulez, vous verrez, c'est à peu près ça. Donc ce cycle respiratoire, d'inspiration-expiration, que l'on vit au quotidien finalement. On termine par le cancer des poumons, cancer très 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 répandu, qui tue énormément de personnes dans le monde. Donc le tabagisme a été un des problèmes majeurs et continue à être un problème majeur même si ça diminue. Alors c'est tout simplement des tumeurs qui apparaissent dans les poumons et qui vont s'y développer. Voilà pour le cours 23 sur la respiration.